Pourquoi vouliez-vous être médecin? Ah ben ça simplement, j'ai la vocation. Par respect de la vie humaine, par pitié pour les hommes Non, pour faire quelque chose de médical, ça me faisait plaisir. Ça m'a fait longtemps plaisir. Quand j'ai pratiqué la médecine, bien 35 ans maintenant, et il me faisait plaisir de guérir un rhume de cerveau, de soigner une varicocèle, de m'amuser avec une rougeole. Je trouvais ça très bien. J'étais soigneur de tempérament, n'est-ce pas? Je le suis. Euh, Est-ce la souffrance de l'homme ou bien la maladie en elle-même qui vous intéresse? Ah non, la souffrance de l'homme, j'ai dit, s'il souffre, il va être encore plus méchant qu'il n'est d'habitude, et il va se venger, et puis c'est pas la peine, il se trouve bien, bon, très bien, qu'il aille mieux, quoi, voilà. C'était Louis-Ferdinand Céline qu'on entendait au micro de Louis Pauwels. Et aujourd'hui, on va entendre parler de Voyage au bout de la nuit de Céline en compagnie d'Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Maximilien. Alors, est-ce que tu peux rapidement nous résumer le Voyage au bout de la nuit pour ceux qui ne le connaissent pas? C'est un exercice un peu difficile pour moi parce que c'est un livre que je relis souvent, mais par fragments et dans le désordre. Donc en fait, du coup, je mélange un peu tout. C'est l'histoire de Bardamu qui décide de s'engager dans l'armée sur une espèce de coup de tête. Voilà, il va dans l'armée, donc il vit la guerre des tranchées, qu'il décrit de manière absolument atroce, et il finit fou dans un hôpital psychiatrique, si je me souviens bien. Par la suite, voilà, il rencontre une femme, Lola, avec qui ça ne marche pas. Il décide de partir pour l'Afrique. On ne sait pas trop où d'ailleurs. Il part sur tout le continent. Il précise pas trop. AEF, AOF, à l'époque on se débrouillait bien, on avait la moitié du continent. Voilà, c'est ça. Dans ce coin-là. Et voilà, il rentre d'Afrique. Il décide d'aller aux États-Unis où il rencontre Molly. Il bosse dans l'usine Ford. Il revient des États-Unis après quelques mois en France. Et c'est là où il s'installe au dispensaire de la Garenne-Rancy, où il soigne les miséreux. Donc en fait, il est perpétuellement au contact, tout le long du roman, il est au contact des gens qui souffrent et des miséreux. Que ce soit les ouvriers broyés par la machine Ford aux États-Unis, que ce soit les Français qui fuient dans les colonies parce que c'est tous des ratés, que ce soit les soldats qui meurent sous les ordres absurdes de leurs supérieurs hiérarchiques dans les tranchées. Donc voilà. Mais après, moi, dans ce roman, c'est pas tellement l'histoire en elle-même, la narration qui m'a intéressé, mais peut-être que tu vas me poser des questions là-dessus plus tard. On en viendra. Bah justement, la première vraie question, ce serait de savoir à quel âge et comment tu l'as découvert. Alors vraiment une très très... J'ai beaucoup de mal à mettre des périodes de ma vie avec mon âge. Mais du coup, je dirais que j'avais 15 ans, 15-16 ans. Non, pas du tout, j'avais 17-18 ans. Je venais d'avoir la majorité. Voilà. Le bac? Avant le bac. Bac en poche? Exactement. J'étais en première, voilà, je le sais. J'étais en première. Et donc voilà pour la période, et tu me demandais... Bah comment tu l'as découvert? Eh bien moi, c'est une fille qui me l'a fait découvrir. C'était ma petite amie de l'époque et qui lisait Le Voyage au bout de la nuit et qui s'extasiait devant la moindre phrase, vraiment n'avait pas assez de mots pour décrire le talent et le génie de Céline. Donc moi évidemment je m'y intéresse, à la fois par curiosité et aussi un peu pour lui plaire, et le livre me tombe littéralement des mains. Je me dis, cette littérature n'est pas du tout pour moi. Je suis un peu, de manière générale, je suis un peu complexé avec la littérature. J'ai toujours essayé de me confronter à des classiques. Le Voyage au bout de la nuit fait partie de ce qu'on appelle des classiques de la littérature française. Ce sont des livres qui m'ont toujours effrayé, que j'ai toujours trouvé affreusement longs, et j'ai toujours eu beaucoup de mal à m'y plonger. Donc en commençant à lire Le Voyage au bout de la nuit, je trouve ça rugueux, moche... j'arrive pas à me plonger dans l'histoire. Voilà, c'est très compliqué pour moi et j'abandonne assez vite en fait, comme beaucoup de livres en fait. Voilà. Donc je laisse tomber pendant un moment, puis vient ma deuxième lecture. Je ne sais plus pourquoi je suis amené à le relire. Je crois que c'est parce qu'on en parlait en cours de français. Et je sais pas, j'ai des phrases que j'avais lues qui me reviennent automatiquement. Et je me dis, tiens, c'est marrant, mais je me rappelle hyper bien alors que j'ai détesté.
pourquoi pas s'y plonger à nouveau. Il s'est écoulé 2 ans, 3 ans. Donc je m'y replonge, mais cette fois-ci, il y a quelque chose qui a changé. C'est pas avec le même œil, pas avec la même attention, peut-être pas avec le même appétit. Donc appétit qui a grandi. Et là, je le dévore, quoi, d'un coup. Quasiment d'un coup. Je lis très très lentement, d'habitude, mais là je l'ai lu plutôt rapidement. Et ouais, et puis je relisais des passages, parce que je revenais pas de ce que je lisais. Je trouvais ça tellement très très poétique, en fait. C'est une noirceur extrêmement poétique. Et ça m'a... Ouais, ça a changé ma manière de lire des livres de manière générale. Et surtout que c'est la première fois que je lisais un livre uniquement pour son style littéraire. Où j'avais vraiment l'impression de faire un exercice d'amateur de littérature. Alors que je me considérais pas du tout comme ça, je me considère pas comme un amateur de littérature, j'aime pas particulièrement ça, j'aime bien lire, mais je suis pas un littéraire à proprement parler. Oui, c'est l'histoire qui va compter plus. Bah d'habitude, oui, voilà, moi ce qui va exactement, c'est ce qui va... Une très bonne page Wikipédia peut tout aussi bien m'intéresser qu'une très bonne histoire dans un bon livre. Et là, en l'occurrence, bah je prends un pied fou, quoi. Je le lis, et surtout ce que je remarque, c'est que je prends plaisir à le dire à voix haute. Ça, c'est un truc. Comme moi l'art qui me touche le plus et que je pratique le plus et que c'est la musique. Donc dès que c'est oral, ça percute un peu plus. Et là, je me suis rendu compte de la puissance de cet écrit. Du rythme. Ouais, le rythme. Je sais pas, il est bizarre le rythme de ce livre. C'est très chaotique. C'est-à-dire que parfois on peut le lire plus vite, parfois on peut s'arrêter, parfois comme c'est énormément tiré de l'argot parisien et banlieusard, qui est absolument pas représentatif de l'argot qui était parlé à cette époque, mais il en est extrêmement, enfin il en est tiré. Ça a acté le fait que tu avais changé ta manière de lire, et pour autant le déclic n'est pas venu avec ce livre-là, il serait venu comme avant, et le moment où tu as repris le bouquin, tu as eu l'impression qu'il y avait eu un déclic. Entre-temps, j'ai eu ce qu'on appelle des cours de littérature française avec une très bonne prof. Donc peut-être que j'étais un peu plus armé pour prendre du plaisir à lire ça. Et alors il y a aussi un autre truc qui a changé. Mais oui, j'avais oublié. C'est un jour j'ai vu sur scène Fabrice Lucchini dire du Céline. Et ça a changé beaucoup de choses. Parce que j'aime beaucoup... Bon, Fabrice Lucchini, je l'aime pas particulièrement, ni en tant qu'acteur, ni en tant que comédien, ni en tant que... Pas stand-upper, mais... Personnalité médiatique. Personnalité médiatique, ouais. Qui a tendance un petit peu à avoir toujours les mêmes mantras qui sont un peu saoulants. Mais sa manière de dire Céline et l'amour qu'il y injectait dans la manière de le dire m'ont vraiment touché. Et m'ont aidé à aimer Le Voyage au bout de la nuit. Et à la suite de ça, tu as eu l'impression que tu avais changé ton rapport à la lecture, où tu lisais plus facilement, où tu étais mieux attentif, ou il fallait que ce soit le livre en lui-même qui te parle pour que tu lises facilement? Bah, en fait, ça m'a ouvert des champs de possibles. Je me suis dit, je peux trouver du plaisir à lire uniquement pour le style de l'auteur, mais malheureusement, après Le Voyage au bout de la nuit, je n'ai jamais trouvé d'autres livres qui me procurent ce plaisir-là. Peut-être que j'ai pas assez cherché, mais j'essaye. Mais... J'en lis d'autres, mais voilà. Non, mais c'est assez intéressant quand tu parles justement de ta première lecture où tu n'arrivais pas à accrocher avec ça, parce que Céline, il est constitutif d'une rupture qu'il y a eu au début du XXe, parallèle à Proust, mais pour d'autres raisons, où justement, lui, il rompait avec une certaine tradition littéraire de la belle phrase, et où il venait injecter de l'argot directement, ce qui avait été un peu fait avec Barbus dans Le Feu, où il y avait la parole des tranchées, mais le narrateur derrière reprenait un peu sa posture en surplomb, qui laissait les prolos s'exprimer, mais lui il reprenait. Et la différence c'était que Céline, il faisait, le narrateur lui-même parlait comme ça. Et pour autant, tu avais toujours eu à l'époque l'impression de lire un classique. Le fait qu'il ait changé sa manière de parler, pour toi ça faisait pas de différence. Ça restait un classique début du siècle et un peu barbant, quoi. Bah, ça m'a fait me rendre compte d'un truc, c'est que un classique, c'est un mot fourre-tout qui sert à rien en fait, à part à terroriser les petits élèves comme moi face à une œuvre aussi géniale. En fait, ça se trouve, je suis passé à côté de plein de super beaux bouquins qui auraient pu beaucoup me plaire pendant mes études.
C'est la force de la réputation, quoi. Ouais, et puis franchement, il n'a rien de classique ce livre. Avant qu'il arrive, non, parce que maintenant Non. les gens ont voulu faire du Céline, donc ça l'a acté en tant que classique. Mais c'est vrai qu'il Tout à fait. rompt avec, en s'inscrivant là-dedans, mais c'est vrai qu'il a... Je crois qu'à l'époque, il voulait absolument avoir le Goncourt avec Le Voyage au bout de la nuit. Il Il a eu que le Renaudot, le a loser. eu que le Renaudot, et il parlait de l'Académie française, l'Académie ronronnante. J'aime bien cette manière de décrire l'Académie française à l'époque, où il conchit François Mauriac. Il y a tout le paradoxe Et consort. de Céline étant qu'il les conchiait tout en voulant un peu y appartenir. Bah oui, c'est ça qui est rigolo avec Céline, c'est qu'il est un peu insupportable, ce mec. Il est tout le temps à se plaindre, et en fait, il cherche à avoir ce que lui n'a pas chez les autres. Et c'est assez intéressant ce que tu as dit sur le fait que ça a été ton premier accès au style, à la littérature, parce que dans l'interview avec Louis Pauwels, sa première question c'est comment vous définiriez en un mot, etc. Il dit le travail, il dit parce que la différence c'est que moi je bosse et que les autres ne foutent rien. Et après il dit, quand on le demande de se comparer aux autres écrivains, il dit je pense que c'est d'abord le style qui compte, et il y a peut-être 2-3 personnes dans ce cas-là par génération. Son panthéon est d'abord par le style, parce qu'il dit justement des histoires, il y en a partout dans la rue, on va au commissariat, il y a plein d'histoires, mais ce qui va compter c'est comment c'est raconté. Toi, tu as eu l'impression qu'à partir de ce moment-là où tu avais eu accès à du style, ça a changé un peu ta manière de voir, alors pas seulement la littérature, mais on va dire l'art en général, ou même le concept d'histoire par rapport à la manière dont c'est raconté. Il y a eu un déclic de genre là, ou c'est resté cantonné à ce bouquin-là, à la littérature? Non, moi, c'est vraiment cantonné à ce livre-là, quoi. Déjà, j'ai compris ce que c'était que d'avoir du style, en termes littéraires. Ça m'a peut-être amené d'autres idées aussi en musique. Mais ouais, c'est vraiment cantonné à ce livre-là particulièrement. Et pourquoi ça a été déterminant, enfin pourquoi c'est de ce livre-là dont tu viens parler plutôt que d'autres par exemple? Parce que c'est l'un des seuls livres que je relis. Parce qu'à la fois, j'ai un rapport compliqué avec ce livre. C'est ça qui m'intriguait. Et j'ai toujours, et surtout parce que j'ai toujours essayé de comprendre pourquoi ça me plaisait. J'ai toujours un peu de mal à comprendre, parce que déjà, l'auteur en lui-même, c'est un enfoiré, c'est un antisémite, c'est un vieux grincheux, c'est un collabo, c'est un raciste, il est misogyne, enfin c'est une sombre pourriture, ce mec. Donc ça, déjà, ça devrait suffire à l'éliminer définitivement. Mais le problème, c'est qu'il a fait ça. Oui. C'est tout le problème. Oui. C'est qu'il a fait ça, et que ce livre est un peu obsédant. Pouvoir relire encore et encore des passages, que ce soit Le Voyage au bout de la nuit ou dans Mort à crédit, sans jamais se lasser, le dire à voix haute, t'as l'impression que tu pourrais le jouer au théâtre. Je trouve qu'il y a plein de passages super théâtraux qui seraient vachement bien sur scène. Il y avait eu un seul en scène il y a de ça 7 ans, je crois, où c'était un mec tout seul qui faisait tout avec, mais vraiment des... Enfin, il y avait genre, je sais pas, une table et 2 chaises, et il refaisait tout le voyage avec le passage en Afrique, dans les tranchées et tout. Donc il y avait une force évocatrice dans la parole même, quoi. Complètement. Puis c'est un livre qui est olfactif. T'as l'impression que tu peux toucher ce qu'il décrit. Il a un sens de la métaphore qui est vachement bien, qui est très développé et qui est très puissant. Et t'as envie d'avoir des images, t'as des images qui naissent d'elles-mêmes en toi, avec quelques associations de mots. Toutes ces viandes saignaient ensemble. Toutes ces viandes saignaient ensemble énormément. L'adverbe énormément revient énormément dans le livre. Non, mais puis justement, ça vient briser la phrase aussi. Toutes ces viandes saignaient ensemble, on pourrait s'arrêter là, énormément. Et donc là, il y a le surplus. Je le rajoute. Et puis voilà, c'est un peu muétique, parce qu'effectivement, il y a toujours plus de sang, et donc il y a un mot en plus. Voilà, la phrase déborde. Le sang qui mijotait en glou-glou dans le trou béant de la tête. Enfin, c'est la manière dont il le décrit. Et surtout, il y a un truc que j'adore dans ce livre, c'est que je trouve ça drôle. Moi, j'adore le fait d'exposer des scènes aussi glauques que un sergent décapité, troué par un essaim de balles tel des abeilles. Encore là, une métaphore super jolie, des balles comme des essaims. Et d'en faire un truc drôle, et puis à la fin il termine par quelque part il avait peut-être bien cherché, c'est peut-être bien fait pour lui.
Puis on l'imagine tellement en train de parler comme ça, bah oui, il a peut-être bien cherché finalement. Moi, ça me fait vraiment rire. Ah puis oui, mais il y a pareil des images qui restent obsédantes. Moi je sais que je suis jamais encore allé aux États-Unis, mais je sais que dans ma tête, New York, Elle pour se moi, tenait debout, la ville. elle se tenait debout et les mecs sont morts de rire en voyant que la ville est debout et pas couchée. Ils sont sur le bateau, ils sont en train de se plier le bide, on a l'impression d'un dessin de Sampé. C'est trop bien. C'est ça qui est incroyable. Et justement, comment on gère, enfin je sais pas à quel moment c'est intervenu dans ton processus, mais quand on découvre l'auteur et la vie de Céline après avoir aimé le livre, qu'est-ce qui se passe? Bah, on essaie de se trouver. D'abord, on essaie de se trouver des excuses de non, mais c'est bon. De le défendre. Il l'a écrit avant de devenir antisémite. Or, en fait, quand tu regardes bien son histoire, il a toujours été antisémite. Il est né dans un milieu antisémite. Il assistait. Son père l'emmenait à des réunions politiques où oui, vous avez de la politique, de l'humour, des espèces de soirées un peu obscures comme ça, où le petit Louis-Ferdinand entendait des ignominies antisémites toute la soirée. Donc ça a infusé, et puis en fait, il l'a toujours été, quoi. Que ce soit dans Le Carnet du commandant des touches, Semmelweis, Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit, il y a rien, on peut rien trouver d'antisémite. Bien qu'il le soit quand même. Ce qui montre bien qu'il y avait une stratégie de fréquentabilité. Parce que... Je sais pas, parce que quand même, la France était quand même un beau pays d'antisémites. Oui, mais justement, il aurait aucun mal à l'être si s'il avait voulu. Ouais. Je me souviens que moi, j'avais eu à l'étudier pendant mes études, et que justement, avant Voyage au bout de la nuit, il publie L'Église, qui est une pièce de théâtre, dans laquelle il y a des traces antisémites. Ah oui. Donc, avant d'avoir écrit Le Voyage, il avait aucun mal à être antisémite. Donc Le Voyage, c'est un peu une manière de dire, bon, je sais bien que l'antisémitisme, ça ne fonctionne pas pour faire une œuvre universelle, j'écris Le Voyage. Donc il y a aussi ce truc-là d'inscrire son œuvre, d'avoir conscience de son œuvre. Ce qui, on aura peut-être l'occasion d'en parler aussi, sur la question des pamphlets, ce qui permet de disqualifier quelque part les pamphlets de son œuvre intégrale, parce que lui-même a cherché à ne plus en faire de la publicité après la Seconde Guerre mondiale. Donc lui-même considérait que c'était une parenthèse. Je trouve qu'on a cette grande chance en littérature d'avoir des enfoirés qui ont écrit des choses magnifiques, ce qui nous a permis de régler assez vite la question de l'œuvre et de l'artiste. En disant, bon, manifestement, il y a ces choses-là qui ont été faites, et donc on peut être davantage en empathie avec un bouquin sans être en empathie avec l'artiste. Mais est-ce que toi, t'as essayé de chercher en profondeur quand même de comprendre le personnage, parce que souvent quand on a une œuvre magnifique et qu'il y a un enfoiré, on se dit mais c'est pas possible, comment ça s'est passé? J'ai essayé, mais je comprends pas en fait. Enfin, c'est tout con, mais je comprends pas d'où ça vient ce truc là. Pourquoi j'ai lu des passages de Bagatelle pour un massacre, et en fait c'est Céline qui éructe. Comme si ouais, il s'est trouvé le bouc émissaire parfait, quoi, pour se plaindre de tous ces mots. C'est un mec qui se plaint énormément. Dans Le Voyage au bout de la nuit, il arrête pas de se plaindre. Dans Mort à crédit, il se plaint tout le temps. C'est un mec qui il geint pas, mais il se plaint. Ouais, et pourtant, tu vois, dans l'extrait que j'ai passé au tout début, il dit qu'il a voulu devenir médecin parce que il part du principe que les gens sont méchants aussi parce qu'ils ont des problèmes, et que donc, tant qu'à faire, on va essayer de les soigner parce que sinon, ils vont être encore plus méchants. Il y a quand même une volonté d'aller... Mais il a peur des autres. Ouais, mais il veut un peu soigner l'humanité quelque part. Enfin, il y a aussi tout ce paradoxe-là, parce que même en soi, Voyage au bout de la nuit, ça... Enfin, il y a... Je sais plus qui me disait ça. Qu'il y avait 3-4 moments de pure lumière dans Voyage au bout de la nuit, et que par une méthode de clair-obscur, on ne peut constater cette lumière-là, donc c'est autour de quelques personnages, exemplairement je crois que c'est Alcide, le soldat qui est au fin fond de l'Afrique et qui travaille plus dur pour envoyer de l'argent à une petite nièce qu'il ne connaît pas pour qu'elle puisse prendre des leçons de piano. C'est là qu'on a la fameuse phrase « Ce serait pourtant pas dommage si on pouvait distinguer les bons des méchants ». Pour avoir ce moment de lumière-là, il faut qu'il y ait toute l'obscurité autour. Et une étoile dans la nuit. Voilà. Et donc, je pense que chez Céline, il y a peut-être cette profonde antipathie à l'égard de l'humanité, mais qu'il y a quelques personnes qui valent le coup d'être sauvées, et qui se disent, bon, allez, on va faire ça. Mais dans l'interview que j'écoutais, il disait
que la mort, ça pouvait arriver tout de suite, mais que c'était ça qui inspirait principalement. Donc je pense que il y a quelque chose de l'ordre de condamner la médiocrité, et aussi le fait que c'était un enfoiré, ça change rien. Mais peut-être la motivation pour son œuvre, c'est celle-là. Après, c'est vrai que c'est... Condamner la médiocrité qui apparaît... Il y a énormément de personnages médiocres qu'il adore démolir. Et puis là, je trouve qu'il a quand même beaucoup d'autodérision. Bardamu, c'est lui. Il se met dans cette humanité médiocre. C'est ça. Et il se cache à peine de raconter un peu sa vie. Hein. Il a vraiment été en Afrique, il a vraiment été dans les tranchées en tant que médecin, il a vraiment été blessé, il est vraiment allé aux États-Unis, enfin tout est vrai, il s'est vraiment installé... la Garenne-Rancy, c'est Clichy-la-Garenne en fait. Et le Rincy, mais son cabinet était à rue de l'Alsace, à Clichy-la-Garenne, où j'habitais juste à côté. C'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles, parce que j'ai vécu un peu dans les mêmes endroits quoi en fait, donc c'est pour ça que son dispensaire de Clichy existe toujours. Il a toujours la même tronche en plus qu'à l'époque. Il y avait un petit tag c'est l'une des seules marques qu'on a dans Paris. Il y avait un petit tag de visage de Céline sur le dispensaire, mais qui a disparu aujourd'hui, qui a été effacé. Et t'as senti que ça te parlait justement, même si c'était en amplifié, cette expérience de la banlieue, espèce de truc assez résidentiel, mais en même temps parfois un peu mesquin. C'est quelque chose que t'as pu, du coup rétrospectivement, parce que t'es parti de Paris... à peu près au moment où tu as lu Voyage au bout de la nuit, tu as eu l'impression de retrouver des éléments qui étaient bien vus et qui étaient encore d'actualité? Dans le fait de vivre en banlieue? Ou dans son constat de la banlieue Je trouve que c'est un truc le fait qu'il soit de banlieue et il a grandi à Paris, à Passage-Choiseul. Mais il est très vite allé en banlieue. Et c'est un truc qui lui va bien d'être en banlieue. Il y a le côté un peu... je regarde la lumière de loin, un peu tapis dans l'ombre. Je juge de loin, je maugré dans mon coin, loin du tumulte de la ville. C'est un truc qui lui va super bien, je trouve. Et toi, t'as senti que c'était quelque chose qui pouvait te parler aussi, en ayant fait le trajet inverse? Moi, je me demande, avec le recul, si le fait que j'ai décidé d'habiter à Clichy, c'était pas un peu lié. Intérieurement. Enfin, je l'ai peut-être enfoui, mais avant d'habiter à Clichy-la-Garenne, j'avais déjà commencé à aimer le Voyage au bout de la nuit. Et ça a peut-être résonné dans ma tête, dans le subconscient, je sais pas. Faudra demander à Zygmunt si c'est vrai, mais... On va pouvoir passer à la lecture de l'extrait. Est-ce que tu peux nous le présenter rapidement? Alors là, c'est le moment où il revient des États-Unis. Juste avant, il vient de quitter Molly, de la voir pour la dernière fois. Il raconte qu'il lui a envoyé des lettres à toutes les adresses où elle pouvait habiter et qu'il n'avait jamais de réponse. Donc il rentre un peu penaud après quelques mois à bosser à l'usine Ford dans les rouages. Un mélange. C'est très beau quand il décrit l'usine. L'image est hyper forte. Où c'est un mélange de rouages en acier et de chair. Ça fait. C'est hyper parlant. C'est très très beau et je trouve ça très poétique. C'est pas le tout d'être rentré de l'autre monde. On retrouve le fil des jours comme on l'a laissé traîner par ici, poisseux, précaire. Il vous attend. J'ai tourné encore pendant des semaines et des mois tout autour de la place Clichy, d'où j'étais parti. Et aux environs aussi, à faire des petits métiers pour vivre, du côté des Batignolles. Paracomptable. Sous la pluie ou dans la chaleur des autos, juin venu, celle qui vous brûle la gorge et le fond du nez, presque comme chez Ford. Je les regardais passer et passer encore pour me distraire, les gens filant vers leur théâtre ou le bois le soir. Toujours plus ou moins seul pendant les heures libres, je mijotais avec des bouquins et des journaux et puis aussi avec toutes les choses que j'avais vues. Mes études une fois reprises, les examens je les ai franchis, à U et à DIA, tout en gagnant ma croûte. Elle est bien défendue la science, je vous le dis. La faculté, c'est une armoire bien fermée. Des pots en masse, peu de confiture. Quand j'ai eu tout de même terminé mes 5 ou 6 années de tribulations académiques, je l'avais mon titre, bien ronflant. Alors j'ai été m'accrocher en banlieue, mon genre, à la Garenne-Rancy, là, dès qu'on sort de Paris, tout de suite après la porte Brancion. Je n'avais pas de prétention, moi, ni d'ambition non plus. Rien que seulement l'envie de souffler un peu et de mieux bouffer un peu. Ayant posé ma plaque à ma porte, j'attendis.
Les gens du quartier sont venus la regarder, ma plaque, soupçonneux. Ils ont même été demandés au commissariat de police si j'étais bien un vrai médecin. Oui, qu'on leur a répondu. Il a déposé son diplôme, c'en est un. Alors il fut répété dans tout Rancy qu'il venait de s'installer un vrai médecin, en plus des autres. Il gagnera pas son beefsteak, a prédit tout de suite ma concierge. Il y en a déjà bien trop des médecins par ici. Et c'était exactement observé. En banlieue, c'est surtout par les tramways que la vie vous arrive le matin. Il en passait des pleins paquets avec des plaines bordées d'ahuris brinque-ballants, dès le petit jour par le boulevard Minotaure, qui descendait vers le boulot. Les jeunes semblaient même comme contents de s'y rendre au boulot. Ils accéléraient le trafic, se cramponnaient au marchepied, ces mignons, en rigolant. Faut voir ça. Mais quand on connaît depuis 20 ans la cabine téléphonique du bistrot, par exemple, si sale qu'on la prend toujours pour les chiottes, l'envie vous passe de plaisanter avec les choses sérieuses et avec Rancy en particulier. On se rend alors compte où qu'on vous a mis. Les maisons vous possèdent, toutes pisseuses qu'elles sont, plates façades, leur cœur est au propriétaire. Lui, on le voit jamais, il n'oserait pas se montrer. Il envoie son gérant, la vache. On dit pourtant dans le quartier qu'il est bien aimable le proprio quand on le rencontre. Ça n'engage à rien. La lumière du ciel à Rancy, c'est la même qu'à Détroit. Du jus de fumée qui trempe la plaine depuis le Valois. Un rebut de bâtisse tenu par des gadous noirs au sol. Les cheminées, des petites et des hautes, ça fait pareil de loin qu'au bord de la mer, les gros piquets dans la vase. Là-dedans, c'est nous. Faut avoir le courage des crabes aussi à Rancy, surtout quand on prend de l'âge et qu'on est bien certain d'en sortir jamais plus. Au bout du tramway, voici le pont Poisseux qui se lance au-dessus de la Seine, ce gros égout qui montre tout. Au long des berges, le dimanche et la nuit, les gens grimpent sur les tas pour faire pipi. Les hommes, ça les rend méditatifs de se sentir devant l'eau qui passe. Ils urinent avec un sentiment d'éternité, comme des marins. Les femmes, ça ne médite jamais, scène ou pas. Au matin donc, le tramway emporte sa foule se faire comprimer dans le métro. On dirait aller voir tous s'enfuir de ce côté-là, qu'il leur est arrivé une catastrophe du côté d'Argenteuil, que c'est leur pays qui brûle. Après chaque aurore, ça les prend. Ils s'accrochent par grappes aux portières, aux rambardes. Grande déroute. C'est pourtant qu'un patron qu'ils vont chercher dans Paris, celui qui vous sauve de crever de faim. Ils ont énormément peur de le perdre, les lâches. Il vous l'a fait transpirer pourtant sa pitance. On en pue pendant 10 ans, 20 ans et davantage. C'est pas donné. Eh bien, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce passage en particulier ? Parce que je trouve que c'est le passage le plus poétique du livre. Qui sonne... C'est celui que j'aime dire à voix haute. Que j'aime lire et dire. Il y a plein d'autres passages super beaux. Là, je te parlais tout à l'heure, j'aurais pu choisir aussi le passage de l'usine Ford, parce que les images qui s'en dégagent sont super belles. Mais celui-ci, je trouve celui que j'aime le plus dire. Du coup, tu as un rapport à l'œuvre qui passe beaucoup par la voix haute. Et est-ce que tu le lirais à des velléités de jouer la comédie, de dire des textes ? Ah, j'adorerais. Est-ce que Céline a joué un rôle là-dedans, dans le fait de projeter à voix haute un texte qui est demeuré dans l'écrit ? Ouais, je pense, parce que c'est... j'avais jamais eu particulièrement envie de faire du théâtre, et c'est la première fois de ma vie que j'ai eu envie de dire un texte à voix haute, effectivement. Et je pense que c'est lié. Oui. Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir dire un texte comme ça devant des gens. Ça me plairait beaucoup. Ouais. Parce que t'as l'impression qu'à voix haute, on sent mieux le texte ? Oui, je pense pas que tous les passages s'y prêtent. Je pense pas qu'on pourrait le lire en entier à voix haute. Mais certains, oui. Parce que là, en soi, la lecture, c'est un rapport très intime. Et à côté de ça, l'écriture de Céline a été réputée pour sa grande oralité. Donc, ça veut dire qu'il a réussi un peu son défi de donner à entendre, en fait. Mais pour qu'on ait envie de le donner à nouveau à entendre aux autres, à voix haute, c'est qu'il y a quelque chose qui demeure à bientôt un siècle d'écart de cette oralité-là qui demeure d'actualité, quoi. On a envie de l'entendre, cette voix, de la faire sortir du texte.
Selon toi, ça vient de quoi, à part les mots, les mots de jargon qu'on entend? Selon toi, ça tient à quoi le style de Céline? À quoi tient le style de Céline? Bon, déjà, il y a un champ lexical très sombre. Il y a beaucoup de choses liées au fluide, liées aux excréments, à la pisse. C'est très pipi-caca, Céline. Hein. C'est peut-être pour ça que ça me fait rire aussi. Je suis très client de ça. Mais il y a un côté enfantin, quoi. Il a un rapport à ça. Alors, il a à la fois, je trouve, un rapport enfantin au fluide corporel, à la manière dont les corps peuvent macérer, peuvent se vider, peuvent se remplir, peuvent être démembrés. Enfantin plus que médical? Lui, il en fait. De quoi? Enfantin plus que médical? Et médical aussi. C'est vraiment les deux les deux approches se mélangent dans sa manière d'écrire, je trouve. Et parce qu'il a effectivement une manière très médicale de décrire comment un corps se vide de son sang. Et puis en même temps, c'est ce que je viens de dire, et en même temps très enfantine parce qu'il en rit un peu, quoi. J'ai l'impression que ça le fait un peu marrer. Et sur le style aussi, alors moi il y a un truc qui m'a toujours perturbé, j'ai jamais trouvé la réponse, mais c'est son usage des points de suspension. Il y en a partout. Au début, moi c'est un truc qui m'a beaucoup rebuté aux premières lectures, j'avais l'impression qu'il voulait jamais finir ses phrases. Et en fait, ça laisse une espèce de tension permanente où on dirait qu'il fait tout le temps des sous-entendus. Mais alors c'est peut-être une lecture un peu moderne de la chose où on a tendance à abuser des points de suspension dans la manière dont on peut écrire des textos par exemple, ou des choses comme ça quand on sait pas trop comment finir nos phrases ou quoi. Mais c'est marrant, j'arrive pas à trouver de texte de célinien qui explique ce truc-là. Donc peut-être que t'en as trouvé toi ou pas, non, je sais pas. Ce qui est certain, c'est que ce qui était comme un trait de style est quasiment devenu un gimmick après, parce que par exemple dans les pamphlets, c'est à toutes les lignes en fait. C'est trop après. Et c'est trop. Dans Rigaudon, c'est je trouve très chiant à lire Rigaudon à cause des points de suspension tout le temps. Moi, je pense que dans le point de suspension, effectivement, ce que tu disais, il y a cet espace un peu d'imaginaire, dans le sens où on peut mettre ce qu'on veut derrière ces points de suspension. Il y a aussi une question de rythme. Ce qui ne s'entendra pas au montage, c'est qu'il y a certaines phrases où toi-même, alors que tu connais bien le texte, tu avais du mal à le dire. Et que je trouve que c'est ça qui est intéressant avec Céline aussi, c'est qu'il y a une espèce de facilité dans l'expression. On a l'impression que c'est un type qui parle comme ça, limite au bistrot. Et en même temps, c'est très étudié. Ça vient pas de nulle part, ce truc-là. Et pour qu'il y ait tel effet comme ça, c'est que il a agencé la phrase. Enfin, ça fait presque un peu comme quelque chose comme de la musique contemporaine, limite musique concrète, quoi, où tu te dis, mais en fait, j'ai l'impression que c'est du bruit, mais en fait, c'est hyper étudié parce que c'est tel bruit qui est mis comme ça, et ça fait tel effet. Il y a des phrases qui coulent toutes seules, le style est souvent associé à l'eau qui coule, et Céline, c'est exactement, je trouve que ça coule tout seul, et parfois, t'as cette petite phrase, cette manière un peu chaotique, tu t'y attends pas, il y a un caillou sur la route, il y a un que, comme ça, qui arrive au milieu d'une phrase et tu dis mais attends, mais c'est pas français en fait. Et il y a plein de passages qui sont pas français du tout. Pas français et pas littéraire. C'était ça qui était la grande nouveauté, le on et le redoublement. Alors c'est un truc, c'est le redoublement de la première personne, mais de mettre par exemple le pronom moi je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Ouais. Voilà. Ça et puis ça fait enfantin, on dirait un enfant qui parle, je trouve. C'est ça. Enfantin ou alors populaire, mais c'est vrai qu'on n'a jamais été habitué à lire ça en tout cas. C'est vrai. Et c'est ça, je pense aussi sa grande force. Et il y a quelque chose de l'ordre de, il sait quand s'arrêter et il sait quand suspendre, laisser en suspension. Moi j'ai toujours retenu par cœur les premiers mots du voyage, c'est moi j'avais jamais rien dit rien, c'est Antoine, comment il s'appelle? C'est Arthur Ganat. Ouais. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Et de commencer aussi le livre, évidemment, ça a été glosé, mais j'avais jamais rien dit et il commence son livre là-dessus. Bon, voilà. Mais il y a quelque chose d'arrêter la phrase, cette espèce d'esprit, alors qu'on associerait un peu banlieusard, petit bourgeois commerçant, quoi. Le truc de les gens qui sont très sûrs d'eux, mais qui savent qu'ils sont des petites gens. La certitude d'être quelqu'un de médiocre. Enfin, il y a ce truc-là de... Alors moi, je sais que c'est la faute des Juifs, des Arabes, etc. Et dans le même temps, je sais que je m'entasse dans le tramway avec tous les autres pauvres et qu'on va se faire exploiter par un patron, quoi. C'est ça. Alors ça commence par
ça a débuté comme ça. Ça a débuté comme Vraiment, ça, évidemment. Il commence par le commencement. Et c'est drôle, direct, on dirait qu'on lui a reproché quelque chose. Moi, j'avais jamais rien dit, rien. Direct, il se plaint. Ouais. Bah, il est accusé, quoi. Ouais. Ouais. Perpétuel, il se sent persécuté en permanence. Il pense qu'on veut lui voler, je sais pas quoi, son argent, ces trucs. Et je trouve ça très drôle. Il y a une question que j'ai et qu'on n'est pas obligé de garder si jamais ça s'y prête pas. Mais on aura tôt fait de comparer un Céline, qui était volontairement d'extrême droite, à des figures de l'extrême droite telles qu'on peut les connaître encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que un Céline pourra jamais être identifié avec un auteur qui serait juste d'extrême droite? Qu'est-ce qui fait que, à l'inverse d'un idéologue, on va dire, qu'est-ce qui distingue ça? Alors, est-ce que c'est que le style ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a aussi un certain rapport à l'humanité qui déborde un peu un simple constat raciste, antisémite? Bah, je pense qu'il y a eu ce qui joue aussi, bah, déjà, c'est le fait d'avoir fait Le Voyage au bout de la nuit peut être interprété comme un pamphlet antimilitariste, un peu anarchiste, parce qu'il tourne en dérision ses supérieurs hiérarchiques militaires. Il les fait mourir, avec du sang qui fait glouglou. Et c'est un livre qui tourne en dérision le patriotisme, qui tourne ça comme quelque chose d'extrêmement désuet. Voilà, le patriotisme, bah, au final, que sommes-nous à part des chairs qui se mélangent ensemble et qui pourrissent dans le sol? Il y a ça qui l'aide à pas tomber dans le... Parce que les idéologues d'extrême droite sont d'éternels patriotes, nationalistes. Nous sommes... le patriotisme, c'est voilà, du communautarisme dans un territoire donné, quoi. C'est du communautarisme national. Pour moi, c'est un truc débile. Je trouve ça très drôle comment il le tourne en dérision dans Le Voyage au bout de la nuit. Il y a aussi le fait qu'il ait eu à une période de sa vie, il était quand même assez communiste. Je crois qu'il est même allé à Moscou pour voir ce qu'était le communisme. Il en est revenu. Il a écrit un pamphlet anti-communiste. Donc ça l'aide aussi, je pense, à ne pas être complètement enfermé dans un pot avec l'étiquette extrême droite. Ouais, j'aimerais voir plus d'œuvres autour de Voyage au bout de la nuit que de simples lectures. J'ai énormément cherché. Bah, il y a la BD de chose. Tardy, non? Bah oui, bah bien sûr. Toi, ça fait partie des choses qu'on imprimé des images. Tu l'as lu à quel moment? Ouais. La BD Tardy, je l'ai lu tardivement. Non, je l'ai lu... je crois que je l'ai lu à ma 3e lecture du Voyage au bout de la nuit. Complète. Je dis 3e lecture complète où je l'ai lu vraiment du début à la fin. Je l'ai lu 3 fois du début à la fin. Et après, régulièrement, par fragments, de temps en temps, je le ressors. D'ailleurs, mon livre, là, mon exemplaire que j'ai est très jaune. Parce que la 3e fois que je l'ai relu quand j'habitais en Côte d'Ivoire. Donc, je me suis relu notamment les pages en Afrique. Bon, c'est pas pareil. Ça, heureusement. Oui, donc son énorme livre illustré du Voyage au bout de la nuit. Enfin, j'ai rarement vu 2 arts différents qui se coordonnaient aussi bien. Enfin, qui fusionnaient, quoi. J'ai du mal maintenant à dissocier les dessins de Tardy et les textes de Céline. Et l'un enrichit l'autre, quand j'y repense. Quand je relis, quand je revois des images, des vignettes de Tardy, je les revois. Tardy a fait une lecture de l'œuvre et il en a ressorti une nouvelle production. Et sans pour autant dévoyer son style à lui. Parce que le Tardy, c'est là aussi, grâce à Céline, j'ai pu apprécier ce style de dessin de Tardy avec des personnages qui sont... En fait, c'est hyper célinien. C'est des personnages qui ont rien de réaliste, mais qui ont des gestes, des traits qui font penser des choses, qui exagèrent des traits humains. On est presque dans la caricature. Le trait gras, quoi. Ouais, le trait gras. Et du coup, je me suis mis à acheter et à lire des BD de Tardy, que j'ai adoré. Mais du coup, l'effet pervers du truc, c'est que du coup, j'ai l'impression que Tardy, c'est Céline.
Et quand je lis une autre BD de Tardy, c'est une histoire qui a rien à voir, je l'associe complètement à Louis-Ferdinand Céline. Alors que je crois qu'en plus Tardy est pas du même bord politique. Oh que non. Non, Tardy qui a écrit une série de BD qui s'appelle Stalag B, qui raconte, je crois que c'est son père qui a été dans des goulags. Donc lui, tout ce qui est totalitarisme, tout ça, ça lui plaît pas trop. Et il y a d'autres œuvres que tu associes à ça? Parce que là, du coup, il y a un couple qui est quand même assez solidement formé. Ah oui, ouais. Est-ce que, j'en sais rien, même en musique, au cinéma, tu as eu... Ah oui, en cinéma, moi c'est Michel Audiard. Les dialogues, je trouve ça se ressemble énormément. Hein. Que ce soit dans Les Barbouzes ou la manière dont s'expriment les gens, c'est pareil, c'est du langage argotique, inspiré de l'argot, mais qui est hyper littéraire. La manière dont sont construits les dialogues d'Audiard, c'est de la pure littérature. On recommandera l'épisode de Calmos. Exactement. Sur Audiard. Je me suis rendu compte là, en voyant cet épisode de Calmos de la richesse. Et là, j'ai compris pourquoi ça me plaisait, cette manière de parler, qui fait appel à un petit peu de nostalgie aussi, d'une époque de la France à l'ancienne, de l'ancien temps, qui a en fait jamais existé, qui est complètement fantasmée, mais qui est très agréable à fantasmer, je trouve. Quand je lis Céline, ça me fait cet effet-là. Quand j'écoute un dialogue d'Audiard, ça me fait cet effet-là. Ça me l'a fait en voyant La règle du jeu de Renoir. La manière dont parlent les gens me fait énormément rire. Parce que moi, pour que quelque chose me plaise, il faut que ça me fasse rire. Un minimum. Il faut qu'il y ait un minimum d'humour. Je suis constamment en quête de ça. Ça me fait rire. Il y a un côté très désuet dans certaines associations de mots. Il y a un exemple dans Le voyage au bout de la nuit qui me fait beaucoup rire, où il dit il a une table de café ou quoi, il dit je mijote. Hop là. C'est tout simple, je mijote. Je suis moi-même une marmite, je bouillonne intérieurement. C'est très simple, c'est très court, et ça évoque tellement de choses en un mot, en un verbe. Oui, il y a ce truc-là qui se trouve avec Audiard, et de faire passer dans un dialogue naturel quelque chose du proverbe qui appartient à, on va dire, à la communauté francophone, quoi, ou française plutôt, de quelque chose qu'on partage tous. Il suffit que t'aies un qu'est-ce que tu veux que je te dise, et voilà, tout de suite là t'es situé. J'adore. Et c'est ce truc-là on va dire, de réifier quelque chose qui était dans le langage courant, de redonner la puissance de ce mot-là. Et c'est en ça aussi que Céline il est fort, c'est que il met ces mots-là, ces trucs de proverbes, et dans le même temps, il fait du proverbe avec les mots de la langue française, et ça donne tu mijotes. Et je suis sûr qu'à bien y chercher, il y a des expressions de Céline qui sont passées dans le langage courant et qui n'existaient pas avant lui. C'est sûr. Il a eu conscience de la vitalité de la langue, quoi. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on sent en communauté. Ce serait très intéressant de savoir, parce qu'il a un grand succès international aussi, Céline. Ouais. Comment il est perçu. Et puis surtout, moi je me demande, mais comment est-ce qu'on peut lire Céline autrement qu'en français ? Je comprends pas comment c'est possible en fait, de ressentir le génie du style célinien autrement qu'en français. On va arriver à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, que tu n'aurais pas pu dire un truc tout con, mais le titre est sublime. Non, mais le titre est vraiment extraordinaire. Et c'est drôle parce que je le vois ressortir tout le temps. Il est réutilisé dans des titres d'articles, dans des titres de films. J'imagine que ça a inspiré le titre Voyage au bout de l'enfer, qui en anglais s'appelle The Deer Hunter, le chasseur d'un. Et voilà, et puis c'est un sacré génie pour trouver des titres. Mort à crédit, c'est vachement bien trouvé. D'un château à l'autre, ça sonne si bien. Voilà. Si, il y a peut-être un truc, ou une question que je me suis toujours posée, c'est qu'à chaque fois que je lis quelque chose, à chaque fois que ce soit des textes pas très poussés ou des trucs sur Wikipédia ou quoi, à chaque fois on parle du voyage au bout de la nuit comme d'un pamphlet antimilitariste. Tout à l'heure j'avais dit qu'on pouvait l'interpréter comme tel, mais je n'ai vraiment pas la sensation que ce soit un pamphlet, écrit comme un pamphlet, parce qu'en fait j'ai l'impression que Céline tire de la beauté de ce qui est horrible. Par exemple, il voit un village qui crame à un moment, il
il décrit comment les poutres partent en fumée et comment à la fin ce village devient une fleur rouge ou quelque chose comme ça. Donc une image mais sublime d'un village qui est en train de cramer avec des gens qui meurent. Et il fait une petite description toute mignonne. Et à la fin, il dit oh, c'est marrant, ça brûle vite quand même. Et j'ai pas l'impression qu'à aucun moment il y a il y a pas de pathos. Il dit pas c'est mal. Il est pas moralisateur. Il fait juste du beau avec de l'horrible. Et ça me fait beaucoup penser. J'ai eu ce choc-là en voyant pour la première fois de ma vie une peinture de Francis Bacon. Ça m'y fait énormément penser. L'évêque, là, le truc comme ça. Ou... Ah oui, complètement. Avec sa bouche étrange, là. Et surtout cet attrait pour la viande, pour ce qui est grouillant, pour ce qui est miteux, ce qui peut mijoter, ce qui glougloute. Un peu comme... ça me fait beaucoup penser à Francis Bacon. Et dans les esthétiques cinéma, s'il y en a une qui te vient... Au cinéma, je t'avais dit Audiard, mais là c'est uniquement dans les dialogues, dans l'oralité. Mais alors dans l'image... Moi je sais que il y a eu un film... Le Long Dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet. Ouais. Il y a toute la scène... il y a Dupontel aussi notamment dedans. Et aussi dans le film de Dupontel... Au revoir là-haut. Au revoir là-haut, où quand il se fait ensevelir et qu'il respire dans la tête d'un cheval pour retrouver un peu d'air. Enfin, il y a toute cette esthétique-là très crasse, quoi. Le truc qui tâche, tu vois, et qui est un peu en courte focale, donc t'es proche les perspectives sont un peu écrasées et tout. Mais je pense que pour coller un petit peu à Céline, il faut avoir un détachement par rapport à ces trucs sales. En tout cas, pour moi, le personnage devrait avoir cette espèce d'admiration pour ces trucs dégueulasses, pour ces images horribles, et avoir un regard d'esthète. Quel serait ton mot, ta phrase, ta punchline Ce serait plus un mot que tu associerais à cette lecture, à ton expérience avec l'œuvre. Alors moi j'ai un mot, c'est chaotique. Ben voilà, on a notre mot. Parfait. Et quelles sont les deux couleurs que tu associes à cette œuvre? J'ai hésité du coup, parce que évidemment j'ai le gris et le noir, mais à cause de Jacques Tardy. Mais il y a évidemment cette couleur bleu nuit qui me vient, parce que par hasard j'avais vu, c'était dans un article d'histoire, c'était une caricature des tranchées de deux soldats, une image que je trouvais très célinienne. C'est une caricature qui est vraiment sublime, qui est tirée d'une revue d'extrême droite d'ailleurs, et qui date de l'entre-deux-guerres, où il y avait deux soldats représentés par des squelettes. C'était des squelettes blancs avec une silhouette noire qui discutaient dans une tranchée, et tout le fond était bleu nuit, bleu clin, avec juste quelques petites étoiles qui brillaient, et les deux... je sais plus ce qu'ils se disaient, mais ils avaient une manière très célinienne de se plaindre de leur situation, mais dans le même temps, ils n'en avaient pas grand-chose à faire, quoi. Donc du coup, ce bleu nuit, ouais, je dirais plus... Ouais, bleu clin et gris. À qui est-ce que tu recommanderais cette lecture? Un âge ou... Je saurais pas trop à qui recommander, parce que c'est tellement spécial comme goût. Enfin, c'est vraiment... Céline, c'est vraiment on aime ou on n'aime pas. Hein. Il n'y a pas d'entre-deux possible. J'ai jamais entendu personne me dire « Ouais, j'ai pas mal aimé le début, moyennement le milieu. » Mais non, c'est... soit je suis archi fan, soit ça m'est tombé des mains tout de suite. Donc du coup, moi je recommanderais d'y jeter un œil quand même. Je sais plus quel âge il a quand il l'écrit. Il est de 94 ou 97, je crois. Et il est sorti dans les années 30. Donc ouais, une trentaine d'années. Ouais, une trentaine d'années, mais je pense qu'il faut le lire à la vingtaine. Ouais, la vingtaine, c'est bien. Pour découvrir un peu la complexité du monde horrible, mais qui sait être... Ouais, moi, ce serait pas dans un but de compréhension du monde, mais plus dans un but de découverte du style, découverte du plaisir de lire. Et savoir assez tôt si on aime ou on n'aime pas ce style, mais en tout cas le découvrir le plus tôt possible, quoi. Ouais, mais savoir si on aime ou on n'aime pas ce style, je ne trouve rien qui égale ce style-là ou qui ressemble en fait. Donc bon,
C'est un style à lui tout seul. Et est-ce que tu es en train de lire quelque chose en ce moment et quelle est cette lecture? Oui, je suis en train de lire En un clin d'œil de Walter Murch. Mais qui n'est pas du tout un livre de littérature, je lis très peu de littérature. C'est un livre en fait, qui est tiré d'une conférence de Walter Murch qui était le monteur de Apocalypse Now, notamment, et qui était le monteur préféré de Francis Ford Coppola. Et qui est une conférence qui a donné en gros, qui théorise l'art de monter, l'art du montage. Walter Murch, qui était un monteur qui avait la particularité de monter toujours debout dans sa salle de montage. Et il a connu la transition de la pellicule au numérique, et il a monté sur les deux supports. Et je recommande ce livre. Voilà. Pas très long, et j'ai pas fini par contre, donc peut-être que ça se finit mal en fait. Eh bien, merci beaucoup Antoine. Merci à toi Maximilien. Puis à bientôt à nos auditeurs et auditrices pour un prochain épisode. À bientôt.